Ne trouvant plus sur Lyon de quoi créer, Jacques s'oriente alors vers les artisans tisseurs de la campagne, n'hésitant pas à financer un façonnier pour honorer ses commandes. Dans les monts du Lyonnais, il trouve la famille Denis. C'était des gens de la ville, nous on était des campagnards, mais on a très vite sympathisé avec la famille Brochier, qui a été très très correcte avec moi, plus que correcte. C'est lui d'ailleurs qui m'avait prêté de l'argent pour démarrer mes métiers de velours, ce qui était très rare à l'époque. Et je peux le dire là, sans intérêt. Il m'a prêté de l'argent sans intérêt qu'on lui a rendu assez rapidement, et c'est ce qui m'a permis de démarrer. Cette famille est devenue prospère. De travailleurs à façon, elle est devenue, à son tour, une famille de soyeux. C'est cette fois Cédric qui sollicite leur partenariat en installant une nouvelle machine de 18 000 crochets, un monstre de technologie entièrement consacré aux fibres optiques ou composites. Côme, capitale italienne de la soie. Une région passée maître dans l'art des couleurs. Le plus important des industriels de la soie italienne, Antonio Ratti, installe une fondation dans cette demeure patricienne au bord du lac. Son profond désir étant de rassembler une collection d'échantillons de tissus du monde entier afin de les mettre à disposition des chercheurs, des étudiants et d'accueillir des artistes. Les brochiers céderont une bonne partie de leurs dessins et échantillons à cette fondation, alimentant ainsi la mémoire de toute la profession textile. Oui. Nous avons beaucoup de séries. Avec lesquelles nous avons travaillé pendant des années. Oui. Donc ici, Quelle année? nous devons trouver... je dois regarder. Je dois regarder. Je pense On rentre dans des que ce sont nuances. les années 50. Et c'est notre culture. Oui, c'est c'est très vrai. important dans une structure et dans un monde qui est complètement ouvert, où on communique, Internet, etc. On a accès à tout. Mais ce que fera un Chinois qui, par exemple, verra cet échantillon ne sera pas la même chose que ce que fera un Européen. Oui, c'est vrai, C'est- oui, parce que la Bah, mentalité, la culture est très différente. La culture donc- est très différente. Mais de revoir ce qui s'était Oui, fait avant, absolument. permettait de recréer. On ne fait rien à partir de rien. On n'est pas des archivistes. Ça veut dire qu'en fait, on est plutôt dans l'action que dans le passé. Et je crois bien en gros, si moi j'avais un élément qui devait résumer un petit peu l'histoire, ce serait peut-être innovation. Et ça a l'air innovation et création. Ça a l'air un petit peu désuet quand on parle de la soirée traditionnelle, mais je pense que justement, si aujourd'hui cette société, elle existe toujours, si ce n'est existe toujours, c'est grâce à la création et l'innovation. Toutes les autres maisons de soirée qui ont fermé, c'est qu'elles sont restées dans une tradition, c'est qu'elles n'ont pas su éventuellement évoluer avec le temps. Le nez du Concorde, le radom, comme disent les spécialistes, assemblage de tissus composites, est une des plus spectaculaires innovations des brochiers, ce qui fait dire encore aujourd'hui qu'il y a toujours un morceau de brochier dans un avion. Le Concorde ne fut fabriqué qu'à très peu d'exemplaires, une quinzaine seulement. Mais quel choc médiatique et une belle vitrine pour les frères Brochier. Il y avait quand même des articles qui étaient faits sur Brochier. Brochier a livré le nez de Concorde. Le progrès était venu le lendemain des livraisons, ça a été un tabac terrible. Donc, tout le monde voulait profiter du nom de Brochier pour vendre quelque chose, dont des films les 5 dernières minutes, qui étaient venus tourner dans l'usine. Et Jean a eu quand même une relation un peu forte avec le réalisateur, soucieux du nom de sa société. Je dois dire que nous avions un défaut énorme, c'est qu'on communiquait beaucoup. C'est-à-dire que la presse parlait beaucoup de nous. Dès qu'on avait quelque chose de nouveau, on le communiquait. Et ça exaspérait notre entourage. Je dois dire, ils supportaient difficilement ces brochiers qui se poussent en avant, etc., etc. Et je crois que cette communication, on a eu raison de la faire. Ça n'était pas que de la vanité. Ouais. C'est les pierres d'origine quand même de... Michel, le petit dernier, est devenu un véritable spécialiste des moutons à 5 pattes. L'architecte Albert Constantin est venu le chercher pour la création d'une bâche de haute technologie. Grande prouesse technique à l'époque. C'était en 1998, pour la Coupe du Monde de football. Et puis évidemment, cette fameuse couverture qui a quand même un intérêt, c'est de laisser passer la lumière.
Absolument, c'est translucide. Là, on voit très bien la découpe de chaque élément et les soudures. C'est soudure haute fréquence et la tension est reprise, on le voit sur les côtés, on le voit là-bas, les toiles sont tendues dans un sens comme dans l'autre. Et ça fait la peau de tambour et c'est ce qui lui donne cette grande résistance. Ça a été vraiment, sur le plan technique, extrêmement enrichissant pour nous surtout, puisqu'après ça nous a permis de faire l'aérocard de Satola, ça nous a permis de faire d'autres bâtiments métallotextiles. Et c'est vrai qu'au point de vue réputation et au point de vue exportation, ça nous a beaucoup aidé. Je vous avouerai que sûrement les banquiers qui me prêtaient de l'argent savaient qu'il y avait les frères qui étaient derrière, qui m'auraient pas laissé tomber. On connaît suffisamment la frilosité des banquiers pour savoir qu'ils ne mettent pas sur la bonne mine X millions de prêts, c'est évident. Ah ben, il y a eu des moments très folkloriques. J'ai travaillé beaucoup pour Jean, c'est-à-dire à barbouiller de ses tissus. Il a travaillé beaucoup pour moi en me vendant du tissu. Et nous avions tous les deux un second qui nous était très proche. J'avais régulièrement un coup de téléphone de mon frère Jean en me disant « Il y a mon second qui me dit que tu nous voles. » Et j'avais régulièrement un coup de téléphone. Et mon second téléphonait régulièrement chez Brochet en disant « Ton patron nous vole. » Alors avec Jean, on s'appelait au téléphone, on rigolait un bon coup, puis c'était réglé. On ne se battait pas comme des chiffonniers, mais il arrivait que le ton monte. À ce moment-là, l'un de nous, l'un des 6, disait « Stop, il faut qu'on règle ce problème. » Et régler le problème, ça voulait dire aller au Plantet, chez Jacques, rendez-vous à 12h30, où là, Huguette faisait préparer des grenouilles, enfin bref, un repas léger. Hein. On sortait à 5 heures de table, et là, on commençait à aborder les problèmes très graves. Il n'y avait plus de problème. D'une part, on se respecte énormément les uns les autres. Deuxièmement, on a hérité de nos parents un certain sens de l'humour, ce qui fait que quand on se retrouve, c'est jamais très sérieux. Nous sommes partis avec des kilts que notre maman nous avait fait faire. Je l'ai toujours. C'était une histoire de rigoler. Et d'ailleurs, on a fait rire les Écossais, qui ont trouvé que c'était génial. On était dans une petite île, où on est allé dans le circuit que ma mère nous avait organisé, et on a été reçus par le maire, qui nous a invités à dîner, et en disant « Vous venez bien comme vous êtes, en écossais ». Nous, évidemment, on avait peur d'être ridicules et de les ridiculiser. Pas du tout, ils ont trouvé que ça, idée géniale. Cette bonne humeur porte un nom, Henriette. C'est la maman qui, malgré les ans, sait toujours relancer et entretenir l'énergie de ses troupes.